Chapitre 5. Tel est le monde dont mes rêves m'apportaient chaque nuit des échos vagues et dispersés. Je ne peux espérer donner une idée exacte de ce qu'ils contenaient d'horreur et d'effroi, car ces deux sentiments venaient en grande partie d'un élément insaisissable, la nette impression de pseudo-souvenirs. Mes études, je l'ai déjà dit, me fournirent peu à peu un moyen de défense contre ces sentiments sous la forme d'explications psychologiques rationnelles, et cette influence salvatrice fut secondée par l'insensible accoutumance qui vient avec le temps. Pourtant, en dépit de tout, la confuse et insidieuse terreur revenait momentanément de temps à autre. Mais elle ne m'absorbait pas comme auparavant, et à partir de 1922, je menais une existence très normale de travail et de détente. Les années passant, l'idée me vint que mon expérience ainsi que les cas analogues et le folklore s'y rattachant devraient être résumés et publiés à l'intention des chercheurs sérieux. Je préparai donc une série d'articles traitant en peu de mots l'ensemble du sujet et illustrés de croquis rudimentaires de quelques formes, scènes, motifs décoratifs et hiéroglyphes des rêves dont je gardais la mémoire. Ces articles parurent à divers moments des années 1928 et 1929 dans la revue de la Société américaine de psychologie, mais sans susciter beaucoup d'intérêt. Je continuai entre-temps à noter mes rêves dans le moindre détail, bien que la masse grandissante des documents prît des proportions encombrantes. Le 10 juillet 1934, la Société de psychologie me transmit la lettre qui fut à l'origine de la phase culminante et la plus effroyable de toute cette épreuve insensée. Elle avait été postée à Pilbara, Australie-Occidentale, et portait une signature qui, renseignement pris, était celle d'un ingénieur des mines de grande réputation. Il y était joint de très curieuses photographies. Je reproduis cette lettre dans son intégralité, et aucun lecteur ne peut manquer de comprendre quel effet prodigieux texte et photos eurent sur moi. Je fus un moment presque paralysé de stupeur incrédule. Car si j'avais souvent pensé que certains faits réels devaient être à la base de tel ou tel thème légendaire qui avait coloré mes rêves, je ne m'attendais pas pour autant à une survivance tangible d'un monde perdu dans un passé au-delà de l'imaginable. Le plus stupéfiant, c'étaient les photographies. Car là, dans leur réalisme froid et irréfutable, se détachaient sur un arrière-plan de sable quelques blocs de pierre usés, ravinés par les eaux, érodés par les tempêtes, dont le sommet, légèrement convexe, et la base, légèrement concave, racontaient leur propre histoire. Et les examinant à la loupe, je ne distinguais que trop clairement sur la pierre battue et piquetée les traces de ces larges dessins curvilignes et parfois de ces hiéroglyphes qui avaient pris pour moi une signification tellement hideuse. Mais voici la lettre qui parle d'elle-même. 49 Dampier Street, Pilbara, Australie-Occidentale, 18 mai 1934. Au professeur Nathaniel Peasley, Société américaine de psychologie, 30 East 41e rue, New York City, USA. Cher monsieur, une récente conversation avec le Dr Boyle de Perth et vos articles dans des revues qu'il vient de m'envoyer m'incitent à vous parler de ce que j'ai vu dans le grand désert de sable, à l'est de notre gisement aurifère. Étant donné les curieuses légendes concernant les vieilles cités que vous décrivez avec leur maçonnerie massive, leurs étranges dessins et hiéroglyphes, il semble que j'ai fait une très importante découverte. Les indigènes ont toujours été intarissables sur les grosses pierres avec des marques dessus, qui leur inspirent apparemment une peur terrible. Ils les rattachent plus ou moins aux légendes traditionnelles de leur race au sujet de Boudaï, le vieillard gigantesque qui dort sous terre depuis des éternités, la tête sur le bras, et qui se réveillera un jour pour dévorer le monde. Dans de très vieux récits à demi oubliés, il est question d'énormes cases souterraines de grosses pierres où des galeries plongent de plus en plus profondément et où il s'est passé des choses abominables. Les indigènes affirment qu'autrefois, des guerriers fuyant le combat sont descendus dans l'une d'elles et n'en sont jamais revenus.
mais qu'il s'en éleva des vents effroyables sitôt après leur disparition. Toutefois, il n'y a en général pas grand-chose à retenir de ce que racontent ces gens-là. Ce que j'ai à dire est beaucoup plus sérieux. Il y a 2 ans, quand je prospectais dans le désert à environ 500 miles vers l'est, je tombais sur une quantité d'étranges blocs de pierre taillée, mesurant peut-être 3 pieds de long sur 2 de large et autant de haut, rongés et criblés à l'extrême. Je ne distinguais d'abord aucune des marques dont parlaient les indigènes, mais en y regardant de plus près, je reconnus, en dépit de l'érosion, certaines lignes profondément gravées. C'étaient des courbes singulières, telles en effet qu'ils essayaient de les décrire. Il devait bien y avoir 30 ou 40 pierres, parfois presque enfouies dans le sable, et toutes groupées à l'intérieur d'un cercle d'à peu près 1/4 de mille de diamètre. Quand j'eus trouvé les premières, j'en cherchai attentivement d'autres alentour, et fis avec mes instruments un minutieux relevé de leur emplacement. Je pris aussi 10 ou 12 clichés des blocs les plus caractéristiques dont je vous joins les épreuves. J'envoyai informations et photos au gouvernement de Perth, qui n'y a donné aucune suite. Puis je rencontrai le Dr Boyle, qui avait lu vos articles dans la revue de la Société américaine de psychologie, et au bout d'un moment, je vins à parler des pierres. Il parut vivement intéressé, se passionna tout à fait quand je lui montrai mes clichés et me dit que les pierres et les marques étaient exactement les mêmes que celles de la maçonnerie dont vous aviez rêvé et que décrivaient les légendes. Il avait l'intention de vous écrire, mais n'en trouva pas le temps. Il m'envoya en attendant la plupart des revues contenant vos articles, et je vis aussitôt, d'après vos dessins et vos descriptions, que mes pierres étaient bien celles dont vous parliez. Vous vous en rendrez compte sur les photos jointes. Vous aurez bientôt des nouvelles directes du Dr Boyle. Je comprends maintenant combien tout cela est important pour vous. Nous nous trouvons assurément devant les vestiges d'une civilisation plus ancienne qu'on ne l'avait jamais rêvée et qui inspira vos légendes. En tant qu'ingénieur des mines, je connais assez bien la géologie et je peux vous dire que ces blocs m'effraient tant ils sont anciens. C'est surtout du grès et du granit, mais l'un est probablement fait d'une curieuse espèce de ciment ou de béton. Il porte les traces d'une forte érosion, comme si cette partie du monde avait été submergée, puis avait émergé de nouveau après des temps considérables, tout cela depuis que ces pierres eurent été taillées et utilisées. C'est une affaire de centaines de milliers d'années, ou davantage, Dieu sait combien. Je préfère ne pas y penser. Étant donné le travail assidu que vous avez déjà fourni pour retrouver les légendes et tout ce qui s'y rapportait, je ne doute pas que vous souhaitiez mener une expédition dans le désert pour y faire des fouilles archéologiques. Le Dr Boyle et moi sommes tous deux prêts à coopérer à cette entreprise si vous ou des organismes que vous connaissez pouvez fournir les fonds. Je peux réunir une douzaine de mineurs pour les gros travaux de terrassement. Inutile de compter sur les indigènes, car je me suis aperçu que l'endroit leur inspirait une terreur presque pathologique. Ni Boyle ni moi n'en parlons à personne, puisque la priorité vous revient bien évidemment en fait de découverte ou de réputation. On peut atteindre le site depuis Pilbara en 4 jours environ avec des tracteurs dont nous avons besoin pour notre outillage. Il est un peu au sud-ouest de la piste de Warburton, celle de 1873, et à 100 miles au sud-est de Johanna Spring. Nous pourrions acheminer le matériel par le fleuve de Grey, au lieu de partir de Pilbara, mais nous en reparlerons plus tard. En gros, les pierres sont à 22 degrés 3 minutes 14 secondes de latitude sud et 125 degrés 0 minutes 39 secondes de longitude est. Le climat est tropical et le désert éprouvant. Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles à ce sujet et désire vivement aider à tout projet que vous pourrez envisager. Depuis la lecture de vos articles, je suis profondément convaincu de l'importance capitale de tout cela. Le Dr Boyle vous écrira plus tard. En cas d'urgence, un câble à Perth peut être transmis par radio. Dans l'espoir bien sincère d'une prompte réponse, je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués. Robert Mackenzie. On connaît en grande partie par la presse
les suites immédiates de cette lettre. J'eus la grande chance d'obtenir le soutien de l'université de Miskatonic, tandis que M. Mackenzie et le Dr Boyle m'apportaient une aide inappréciable en préparant le terrain en Australie. Nous évitâmes de trop préciser nos objectifs à l'intention du public, car certains journaux auraient pu traiter le sujet sur le mode sensationnel ou facétieux. En conséquence, les comptes rendus furent limités. Mais il y en eut assez pour faire connaître nos recherches sur des ruines australiennes et les diverses démarches préalables. Le professeur William Dyer, directeur des études géologiques, chef de l'expédition antarctique de Miskatonic en 1930-1931, Ferdinand Ashley, professeur d'histoire ancienne, et Tyler Freeborn, professeur d'anthropologie, m'accompagnaient, ainsi que mon fils Wingett. Mon correspondant, Mackenzie, vint à Arkham au début de 1935 pour aider à nos derniers préparatifs. C'était un homme affable d'une 50aine d'années, d'une compétence remarquable, merveilleusement cultivé et qui connaissait à fond les conditions de voyage en Australie. Il avait des tracteurs tout prêts à Pilbara et nous avions affrété un cargo de tonnage assez faible pour remonter le fleuve jusque-là. Nous étions équipés pour les fouilles les plus minutieuses et scientifiques, afin de passer au crible la moindre particule de sable et de ne rien déplacer qui parût plus ou moins proche de sa position originale. Embarqués à Boston le 28 mars 1935 sur le poussif Lexington, nous atteignîmes notre but après une traversée nonchalante de l'Atlantique et de la Méditerranée par le canal de Suez, la mer Rouge et l'océan Indien. Inutile de dire à quel point me démoralisa la côte basse et sablonneuse d'Australie occidentale et combien je détestais la fruste agglomération minière et les sinistres terrains aurifères où l'on chargea les tracteurs. Le Dr Boyle, qui nous rejoignit, était d'un certain âge, sympathique, intelligent, et ses connaissances en psychologie l'entraînèrent à beaucoup de longues discussions avec mon fils et moi. Le malaise et l'espoir se mêlaient étrangement chez la plupart des 18 membres de l'expédition, quand enfin elle s'engagea avec fracas dans des lieux arides de sable et de roc. Le vendredi 31 mai, nous passâmes à gué un bras du fleuve de Grey et pénétrâmes dans le royaume de la désolation totale. Une réelle terreur grandissait en moi à mesure que nous approchions le site véritable du monde ancien à l'origine des légendes. Terreur stimulée, bien sûr, par les rêves inquiétants et les pseudo-souvenirs qui m'assaillaient sans avoir rien perdu de leur intensité. Ce fut le lundi 3 juin que nous vîmes le premier des blocs à demi enfouis. Je ne saurais dire avec quelle émotion je touchais vraiment, dans sa réalité objective, un fragment de maçonnerie cyclopéenne en tout point semblable au bloc dans les murs de mes constructions de rêve. Il portait une trace visible de gravure, et mes mains tremblaient quand je reconnus une partie du motif décoratif curviligne que des années de cauchemars torturants et de recherches déroutantes avaient rendu diabolique à mes yeux. Un mois de fouilles dégagea au total quelques 1250 blocs à divers stades d'usure et de désagrégation. La plupart étaient des mégalithes taillés, au faîte et à la base incurvée. Quelques-uns étaient plus petits, plus plats, unis et de forme carrée ou octogonale, comme ceux des sols et chaussées dans mes rêves. Alors que certains, singulièrement massifs, suggéraient, par leurs lignes arrondies ou obliques, qu'ils avaient pu être voûtes ou arêtes, vestiges d'arcs ou chambranles d'une fenêtre ronde. Plus nos fouilles s'approfondissaient et s'étendaient vers le nord et l'est, plus nous découvrions de blocs sans trouver pourtant entre eux aucune trace de construction. Le professeur d'ailleurs était épouvanté de l'inconcevable antiquité des fragments, et Freeborn décelait des symboles qui répondaient obscurément à telle ou telle légende papoue ou indonésienne remontant à la nuit des temps. L'état des pierres et leur dispersion témoignaient en silence de cycles d'une durée vertigineuse et de convulsions géologiques d'une brutalité cosmique. Nous disposions d'un avion, et mon fils Wingett montait souvent à des altitudes différentes pour scruter le désert de sable et de roc, à la recherche de vagues tracées à grande échelle, différences de niveau ou traînées de blocs éparpillés,
Ces résultats étaient pratiquement négatifs, car s'il pensait un jour avoir détecté quelque indice significatif, il trouvait, lors du vol suivant, son impression remplacée par une autre, aussi peu fondée à cause des mouvements incessants du sable au gré du vent. Une ou deux de ces suggestions éphémères me laissèrent un sentiment bizarre et pénible. Elles semblaient, si l'on peut dire, se raccorder horriblement avec quelque chose que j'avais rêvé ou lu, mais que je ne pouvais plus me rappeler. Elles présentaient un terrible caractère de familiarité, qui me faisait jeter furtivement des regards d'appréhension vers le nord et le nord-est de cette abominable terre stérile. Vers la première semaine de juillet, j'éprouvais un inexplicable jeu d'émotions complexes au sujet de cette région nord-est. C'était de l'horreur, de la curiosité, mais plus encore, une illusion tenace et déroutante de souvenirs. J'essayais toutes sortes d'expédients psychologiques pour chasser ces idées de mon esprit, mais sans succès. L'insomnie aussi me gagna, mais j'en fus presque heureux car elle raccourcissait mes rêves. Je pris l'habitude de faire de longues marches solitaires dans le désert, tard dans la nuit, ordinairement vers le nord ou l'est, où la conjonction de mes nouvelles et singulières impulsions semblait m'attirer imperceptiblement. Parfois, au cours de ces promenades, il m'arrivait de trébucher sur des fragments à demi enterrés de l'ancienne maçonnerie. Bien qu'il y eût là moins de blocs visibles que sur les lieux de nos travaux, j'étais persuadé qu'il devait y en avoir en profondeur une énorme quantité. Le sol était moins plat que dans notre camp, et par moments, de violentes rafales entassaient le sable en fantastiques tertres précaires, découvrant les traces basses des vieilles pierres, tandis qu'elles en recouvraient d'autres. J'étais étrangement impatient d'étendre les fouilles à ce territoire, tout en redoutant ce qui pourrait être découvert. Manifestement, mon état allait en empirant, d'autant plus que je ne parvenais pas à me l'expliquer. Cette triste situation de mon équilibre nerveux se révèle dans ma réaction à la bizarre découverte que je fis lors d'une de mes sorties nocturnes. C'était le soir du 11 juillet. Et la lune inondait les tertres mystérieux d'une pâleur singulière. M'aventurant un peu plus loin que d'habitude, je rencontrai une grande pierre qui paraissait sensiblement différente de celle que j'avais déjà vue. Elle était presque entièrement recouverte, mais, me penchant, je retirai le sable avec mes mains, puis examinai soigneusement l'objet en ajoutant au clair de lune la lumière de ma torche électrique. À la différence des autres rochers de grande dimension, celui-ci était parfaitement équarri, sans surface convexe ni concave. Il semblait aussi fait d'une noire substance basaltique, entièrement distincte du granit, du grès et des traces de béton des fragments maintenant familiers. Soudain, je me relevai et, faisant demi-tour, regagnai le camp au pas de course. C'était une fuite tout à fait inconsciente et irrationnelle, et je ne compris vraiment pourquoi j'avais couru qu'en arrivant près de ma tente. Alors tout me revint. L'étrange pierre noire était une chose que j'avais vue dans mes rêves et mes lectures, et qui était liée aux pires horreurs de l'immémoriable tradition légendaire. C'était l'un des blocs de cette antique maçonnerie basaltique qui inspirait une telle terreur à la grande race fabuleuse, les hautes ruines aveugles laissées par cette engeance étrangère, à demi matérielle, menaçante, qui pullulait dans les entrailles de la terre, et dont les forces invisibles, pareilles au vent, étaient tenues en respect derrière les trappes scellées et les sentinelles vigilantes. Je ne dormis pas de la nuit. Mais à l'aube, je compris combien j'avais été stupide de me laisser bouleverser par l'ombre d'un mythe. Au lieu de m'effrayer, j'aurais dû éprouver l'enthousiasme de la découverte. Dans la matinée, je fis part aux autres de ma trouvaille, et nous nous mîmes en route, Dyer, Freeborn, Boyle, mon fils et moi, pour aller inspecter le bloc anormal. Mais ce fut un échec. Je n'avais pas une idée claire de l'emplacement de la pierre, et un coup de vent récent avait complètement transformé les tertres de sable mouvant. Chapitre 6. J'aborde à présent la partie cruciale et la plus difficile de mon récit. D'autant plus difficile
que je ne peux être tout à fait certain de sa réalité. J'ai parfois l'inquiétante certitude qu'il ne s'agissait ni de rêve ni d'illusion, et c'est ce sentiment, étant donné les formidables implications qu'entraînerait la vérité objective de mon expérience, qui me pousse à rédiger ce document. Mon fils, psychologue compétent, qui a de tout mon problème la connaissance la plus approfondie et compréhensive, sera le meilleur juge de ce que j'ai à dire. Je rappellerai d'abord l'affaire dans ses grandes lignes, celle que connaît chacun de ceux qui se trouvaient au camp. La nuit du 17 au 18 juillet, après une journée de vent, je me retirai de bonne heure mais ne pus trouver le sommeil. Levé peu avant 11 heures, avec ce sentiment bizarre que m'inspirait le terrain du nord-est, j'entrepris une de mes habituelles marches nocturnes après avoir salué un mineur australien nommé Tupper, la seule personne que je rencontrai en sortant. La lune, un peu sur son déclin, brillait dans un ciel clair, baignant ces sables antiques d'un rayonnement blême et lépreux qui me semblait, on ne sait pourquoi, infiniment maléfique. Le vent était tombé, pour ne revenir que presque 5 heures plus tard, comme en témoignèrent amplement Tupper et quelques autres, qui me virent franchir rapidement les pâles tertres indéchiffrables dans la direction du nord-est. Vers 3h30 du matin, un vent violent réveilla tout le camp et abattit 3 tentes. Le ciel était sans nuages, et le désert resplendissait toujours sous la clarté lépreuse de la lune. En réparant les tentes, on s'aperçut de mon absence. Mais étant donné mes précédentes sorties, personne ne s'inquiéta. Et pourtant, 3 hommes, tous australiens, crurent flairer dans l'air quelque chose de sinistre. Mackenzie expliqua au professeur Freeborn que c'était une crainte héritée du folklore indigène, les gens du pays ayant fait un curieux amalgame de mythes maléfiques autour des vents violents qui, à de longs intervalles, balaient les sables sous un ciel serein. Ces vents, murmure-t-on, naissent des grandes cases de pierre souterraines où se sont passées des choses horribles, et ne soufflent jamais que près des lieux où l'on trouve éparses les grosses pierres gravées. À 4 heures, l'ouragan s'apaisa aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant des collines de sable de formes nouvelles et insolites. Juste après 5 heures, alors que la lune bouffie et fongoïde disparaissait à l'ouest, je rentrai chancelant au camp. Nu-tête, en loques, le visage égratigné et sanglant, et sans ma torche électrique. La plupart des hommes s'étaient recouchés, mais le professeur Dyer fumait une pipe devant sa tente. Me voyant hors d'haleine et presque frénétique, il appela le docteur Boyle et tous deux me menèrent à ma couchette et m'y installèrent confortablement. Mon fils, alerté par le bruit, les rejoignit bientôt et ils voulurent m'obliger à rester tranquille et à tâcher de dormir. Mais il n'était pas question de dormir pour moi. J'étais dans un état psychologique extraordinaire, différent de tout ce que j'avais subi jusque-là. Au bout d'un certain temps, j'insistai pour leur expliquer, nerveusement et minutieusement, mon état. Je leur dis que, me sentant là, je m'étais couché sur le sable pour faire un somme. Les rêves avaient été plus effroyables encore que d'habitude, et quand un brutal ouragan m'avait réveillé, mes nerfs à bout avaient cédé. J'avais fui, fou de terreur, tombant fréquemment sur les pierres à demi enfouies, ce qui expliquait mon aspect loqueteux et débraillé. J'avais dû dormir longtemps, d'où la durée de mon absence. De tout ce que j'avais vu et ressenti d'étrange, je ne dis absolument rien, et ce fut au prix d'un extrême effort sur moi-même. Mais je prétendis avoir changé d'avis quant à l'objectif général de l'expédition et préconisé la suspension de toutes les fouilles vers le nord-est. Mes arguments furent manifestement peu convaincants, car j'évoquais une pénurie de blocs, le souci de ne pas heurter les mineurs superstitieux, une réduction possible du financement par l'université et autres raisons mensongères et hors de propos. Naturellement, personne ne tint le moindre compte de mes souhaits, pas même mon fils, qui s'inquiétait visiblement pour ma santé. Le lendemain, je me levai et fis le tour du camp, mais sans prendre aucune part aux fouilles. Voyant que je ne pouvais arrêter le travail, je décidai de rentrer le plus tôt possible chez moi pour ménager mes nerfs, et fis promettre à mon fils de me conduire en avion jusqu'à Perth, à 1000 miles au sud-ouest, dès qu'il aurait examiné la zone que je voulais voir respectée. Si, me disais-je, ce que j'avais vu était encore visible,
Je pourrais tenter une mise en garde explicite, fût-ce au risque du ridicule. Il n'était pas impossible que les mineurs, connaissant le folklore local, soutiennent mon point de vue. Pour me faire plaisir, mon fils survola les lieux l'après-midi même, explorant toute l'étendue que j'avais pu parcourir à pied. Rien de ce que j'avais découvert n'était plus décelable. Comme dans le cas de l'insolite bloc de basalte, le sable mouvant avait balayé toute trace. Je regrettais presque un instant d'avoir perdu, dans ma terreur panique, certain objet redoutable, mais je sais aujourd'hui que ce fut une chance. Je peux tenir encore toute mon aventure pour une illusion, surtout si, comme je l'espère sincèrement, on ne retrouve jamais cet infernal abîme. Wingate me conduisit à Perth le 20 juillet, tout en refusant d'abandonner l'expédition et de rentrer à la maison. Il resta avec moi jusqu'au 25, date à laquelle le vapeur partait pour Liverpool. À présent, dans ma cabine à bord de l'Empress, j'ai repensé longuement, fiévreusement toute l'affaire, et décidé que mon fils au moins doit être informé. Il lui appartiendrait de la faire connaître ou non plus largement. Pour parer à toute éventualité, j'ai rédigé ce résumé de mes antécédents, que d'autres connaissent déjà par fragments, et je raconterai maintenant, aussi brièvement que possible, ce qui semble être arrivé pendant mon absence du camp cette horrible nuit. Les nerfs à vif et fouettés d'une ardeur perverse par cette impulsion inexplicable, mnémonique, mêlée de crainte qui me poussait vers le nord-est, je cheminais sous la lune ardente et maléfique. Je rencontrais ici et là, à demi ensevelis dans le sable, ces blocs cyclopéens primitifs venant d'éternités inconnues et oubliées. L'âge incalculable et l'horreur pesante de ce monstrueux désert commençaient à m'oppresser plus que jamais, et je ne pouvais m'empêcher de penser à mes rêves affolants, aux légendes effroyables qui les inspiraient et aux peurs actuelles des indigènes et des mineurs à propos de ces terres désolées et de leurs pierres gravées. Pourtant, je cheminais toujours, comme vers quelque rendez-vous fantastique, harcelé de plus en plus par les chimères déconcertantes, les compulsions et les pseudo-souvenirs. Je songeais à certains des profils possibles des rangées de pierres tels que mon fils les avait vus en vol, et je m'étonnais qu'elles puissent paraître à la fois si redoutables et si familières. Quelque chose tâtonnait et cognait autour du loquet de ma mémoire, tandis qu'une autre force inconnue cherchait à maintenir le portail fermé. Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, et le sable blafard était marqué d'ondulations comme les vagues d'une mer figée. Je n'avais pas de but, mais ma progression laborieuse avait en quelque sorte l'assurance de la fatalité. Mes rêves envahissaient le monde éveillé de sorte que chaque mégalithe ensablé semblait faire partie des salles et des couloirs sans fin de maçonnerie préhumaine gravés et hiéroglyphés de symboles que je connaissais trop bien pour les avoir pratiqués pendant des années en tant qu'esprit captif de la grande race. Parfois, je croyais voir ces horreurs coniques, omniscientes, vaquer à leurs occupations habituelles, et je n'osais pas me regarder de peur de me découvrir à leur image. Mais pendant tout ce temps, je voyais à la fois les blocs couverts de sable, les salles et les couloirs. La lune ardente et maléfique aussi bien que les lampes de cristal lumineux, le désert à perte de vue et les fougères qui se balançaient à hauteur des fenêtres. J'étais éveillé, et je rêvais en même temps. J'ignore combien de temps et jusqu'où j'avais marché, ou à vrai dire dans quelle direction, lorsque j'aperçus l'amas de blocs mis à nu par le vent du jour précédent. C'était l'ensemble le plus important que j'ai vu jusqu'alors, et il me frappa si vivement que les visions d'époque fabuleuse s'évanouirent immédiatement. Il n'y avait plus de nouveau que le désert, la lune maléfique et les débris d'un passé indéchiffré. Je m'approchai, fis halte, et braquai sur le tas effondré l'éclat supplémentaire de ma torche électrique. Une petite colline de sable avait été balayée par le vent, révélant une masse basse et vaguement ronde de mégalithes et de fragments plus petits d'environ 40 pieds de diamètre et 2 à 8 pieds de haut.
Je saisis au premier coup d'œil l'intérêt sans précédent de ces pierres. Non seulement leur nombre même était sans équivalent, mais quelque chose dans les traces de dessin usées par le sable retint mon attention quand je les examinais sous les rayons conjugués de la lune et de ma torche. Aucun pourtant ne différait essentiellement des spécimens que nous avions déjà découverts. C'était plus subtil que cela. Je n'avais pas cette impression en considérant un bloc isolé, mais quand mon regard en parcourait plusieurs presque simultanément. Enfin, la vérité m'apparut. Les motifs curvilignes gravés sur beaucoup de ces blocs avaient entre eux un lien étroit. Ils faisaient partie d'une vaste conception décorative. Pour la première fois dans ce désert bouleversé depuis des éternités, j'avais rencontré une masse de maçonnerie sur son site originel. Écroulée et fragmentaire, il est vrai, mais n'existant pas moins avec une signification très précise. Montant d'abord sur une partie basse, je gravis péniblement l'amas, déblayant par endroits le sable avec mes doigts, et m'efforçant sans cesse d'interpréter les dessins dans leur diversité de taille, de forme, de style et de rapport. Bientôt, je devinais vaguement la nature de l'édifice d'autrefois, et des dessins qui se déployaient alors sur les immenses surfaces de construction primitives. L'identité parfaite de tout cela, avec certaines de mes rapides visions, me jeta dans l'épouvante et la consternation. Cela avait été un couloir cyclopéen de 30 pieds de large sur 30 pieds de haut, pavé de dalles octogonales et couvert d'une voûte massive. Des salles devaient s'ouvrir sur la droite, et à l'autre extrémité, l'un de ces étranges pans inclinés devait descendre en tournant jusqu'aux plus grandes profondeurs. Je sursautai violemment quand ces idées me vinrent à l'esprit, car elles dépassaient de loin ce que les blocs eux-mêmes avaient pu m'apprendre. Comment pouvais-je savoir que ce couloir avait été profondément sous terre? Comment pouvais-je savoir que le plan incliné qui remontait vers la surface aurait dû se trouver derrière moi? Comment pouvais-je savoir que le long passage souterrain menant à la place des colonnes aurait dû être sur la gauche, un étage au-dessus de moi? Comment pouvais-je savoir que la chambre des machines et le tunnel conduisant directement aux archives centrales devaient se situer 2 étages au-dessous? Comment pouvais-je savoir qu'il y avait une de ces horribles trappes scellées de bandes métalliques tout au fond, 4 étages plus bas? Affolé par cette intrusion de l'univers onirique, je me retrouvai tremblant et baigné d'une sueur glacée. Alors, ultime et insupportable contact, je sentis ce léger courant d'air froid qui montait insidieusement d'une dépression près du centre de l'énorme amas. Sur le champ, comme une fois déjà, mes visions s'évanouirent, et je ne revis que le clair de lune maléfique, le désert couvant ses menaces, et le tumulus imposant de maçonnerie paléogène. J'étais maintenant en présence d'un fait réel et tangible, gros des suggestions sans fin d'un mystère obscur comme la nuit. Car ce filet d'air ne pouvait indiquer qu'une chose: un immense gouffre, dissimulé sous les blocs en désordre de la surface. Je songeais d'abord aux sinistres légendes indigènes de vastes cases souterraines parmi les mégalithes où arrivent les horreurs et naissent les ouragans. Puis revinrent mes propres rêves, et d'incertains pseudo-souvenirs vinrent se disputer mon esprit. Quelle sorte de lieu s'ouvrait au-dessous de moi? Quelle inconcevable source primitive de mythes immémoriaux et de cauchemars obsédants étais-je sur le point de découvrir? Je n'hésitais qu'un instant, car ce qui m'entraînait était plus fort que la curiosité ou le zèle scientifique, et luttait victorieusement contre ma peur grandissante. J'avais l'impression de me mouvoir presque comme un automate, sous l'influence d'une fatalité irrésistible. Ma torche électrique en poche, et avec une vigueur dont je ne me serais pas cru capable, j'écartai d'abord un gigantesque morceau de pierre, puis un autre, jusqu'à ce que monte un puissant courant d'air dont l'humidité contrastait étrangement avec la sécheresse du désert. Une noire crevasse commença à béer, et enfin, quand j'eus repoussé tous les fragments susceptibles de bouger, le clair de lune lépreux révéla une brèche assez large pour me livrer passage. Je sortis ma torche
et projetait dans l'ouverture le faisceau lumineux. Au-dessous de moi, un chaos de maçonnerie effondrée descendait brusquement en direction du nord, selon un angle d'environ 45 degrés, à la suite manifestement d'un écroulement au niveau supérieur. Entre sa surface et le sol s'étendait un abîme de ténèbres impénétrables qui laissait deviner tout en haut la présence d'une colossale voûte surhaussée. À cet endroit, semblait-il, les sables du désert reposaient directement sur un étage de quelque titanesque construction des premiers âges de la Terre, préservée à travers le temps des convulsions géologiques, je ne savais comment, et n'en ai toujours rien deviné. Après coup, la simple idée de descendre brusquement, seul dans un gouffre aussi suspect, à un moment où nul ne sait où vous êtes, paraît de la pure démence. Peut-être en était-ce. Cette nuit-là, pourtant, je l'entrepris sans hésiter. Encore une fois, se manifestait cet attrait, cet empire sur moi de la fatalité qui avait toujours semblé diriger mes pas. Mes dents de ma torche, par intermittence pour ménager les piles, je commençais une folle et difficile progression le long de la sinistre pente cyclopéenne au-dessous de l'ouverture, tantôt en regardant devant moi quand je trouvais de bonnes prises pour la main et le pied, tantôt à reculons face aux mégalithes entassés où je m'accrochais en tâtonnant dans un équilibre précaire. À droite et à gauche apparaissaient vaguement au loin, sous les rayons de ma torche, des murs en ruine de maçonnerie gravée, mais en avant, ce n'était que ténèbres. Je perdis toute notion du temps pendant cette hasardeuse descente. Dans mon esprit bouillonnaient des images et des suggestions si troublantes que toute réalité objective semblait renvoyer à d'incalculables distances. La sensation physique était abolie, et la peur même n'était plus que la vaine apparition d'une gargouille au regard torve qui ne pouvait rien sur moi. J'atteignis enfin un sol plat, jonché de blocs écroulés, de fragments de pierres informes, de sable et de débris de toutes sortes. De chaque côté, à peut-être 30 pieds l'un de l'autre, s'élevaient des murs massifs couronnés de puissantes arêtes. J'y devinais des gravures, mais dont la nature échappait à ma perception. Ce qui retint surtout mon attention, ce fut la voûte. Les rayons de ma torche n'en pouvaient atteindre le faîte, mais la partie inférieure des arcs monstrueux se détachait nettement, et si parfaite était leur identité avec ce que j'avais vu du monde ancien dans d'innombrables rêves, que pour la première fois, je tremblais pour de bon. Très haut derrière moi, une lueur indistincte rappelait le monde extérieur, au loin sous la lune. Un vague reste de prudence m'avertit de ne pas la perdre de vue, sinon je n'aurais pas de guide pour mon retour. Je m'approchai alors du mur de gauche, où les traces de gravure étaient plus distinctes. Le col couvert de débris fut presque aussi difficile à traverser que le monceau de pierre l'avait été à descendre, mais je réussis à m'y frayer un chemin. À un endroit où j'écartai quelques blocs et repoussai du pied les débris pour voir le dallage, je frissonnai en reconnaissant familières et fatidiques les grandes dalles octogonales dont la surface gauchie gardait encore à peu près sa cohésion. Arrivé à proximité du mur, je déplaçai lentement et minutieusement le faisceau de la lampe sur les vestiges usés de gravure. Apparemment, la montée des eaux avait autrefois érodé la surface du grès, mais il portait de curieuses incrustations dont je ne m'expliquais pas l'origine. La maçonnerie était par endroits très branlante et déjetée, et je me demandais combien d'éternités encore cet édifice enfoui des premiers âges garderait ses restes de structure malgré les secousses telluriques. Mais c'étaient surtout les sculptures qui me passionnaient. En dépit de leur dégradation, elles étaient relativement aisées à repérer de près, et je fus stupéfait de les retrouver si présentes et familières dans le moindre détail. Que les traits essentiels de cette vénérable architecture me soient bien connus n'était certes pas invraisemblable. Ayant profondément impressionné ceux qui tissèrent certains mythes, il s'était incorporé à un courant de tradition occulte qui, venu à ma connaissance d'une manière ou d'une autre pendant mon amnésie, suscita dans mon subconscient des images frappantes. Mais comment expliquer la coïncidence exacte et minutieuse de chaque trait et spirale de ces étranges dessins avec ceux dont j'avais rêvé depuis plus de 20 ans?
Quelle obscure iconographie tombée dans l'oubli aurait pu reproduire la subtilité de chacune de ces ombres et nuances qui revenaient avec tant d'obstination, de précision et de constance harceler mes rêves, nuit après nuit? Car il ne s'agissait pas d'une ressemblance lointaine ou fortuite. La galerie millénaire, enfouie au long des âges où je me tenais à présent, était tout à fait et sans aucun doute l'original de ce que j'avais connu dans mon sommeil aussi familièrement que ma propre maison de Cran Street à Arkham. À la vérité, mes rêves me montraient les lieux dans leur intacte perfection, mais l'identité n'en était pas moins réelle. Je m'orientais sans hésiter, et c'était effrayant. Je connaissais ce bâtiment-là, et aussi sa place dans cette terrible vieille cité du rêve. J'aurais pu me rendre sans me tromper à n'importe quel point de ce bâtiment ou de cette ville qui avait échappé aux changements et aux dévastations de siècles sans nombre. Je m'en rendis compte avec une conviction instinctive et terrible. Mais Dieu sait ce que tout cela signifiait. Comment en étais-je venu à apprendre ce que je savais? Et quelle abominable réalité avait pu inspirer les histoires antiques des êtres qui habitaient ce labyrinthe de pierre originelle? Les mots ne sauraient rendre que bien peu du désordre de terreur et de confusion qui tourmentait mon esprit. Je connaissais cet endroit. Je savais ce qu'il y avait au-dessous de moi et ce qui s'étendait au-dessus de ma tête avant que les innombrables étages supérieurs ne se soient effondrés en poussière, en sable et en désert. Inutile maintenant, me dis-je avec un frisson, d'avoir l'œil sur cette lueur indistincte du clair de lune. J'étais partagé entre le désir de fuir et un mélange fébrile de curiosité ardente et d'impérieuse fatalité. Qu'était-il arrivé à la monstrueuse mégalopole d'autrefois pendant ces millions d'années depuis l'époque de mes rêves? Des labyrinthes souterrains qui sous-tendaient la ville et reliaient entre elles les tours titanesques, que subsistait-il après les convulsions de l'écorce terrestre? Étais-je tombé sur tout un monde enfoui d'archaïsme impie? Retrouverais-je la maison du maître d'écriture et la tour où Sga, l'esprit captif issu des plantes carnivores d'Antarctique à la tête en étoile, avait gravé au ciseau certaines images sur les espaces vides des parois? Au second sous-sol, le passage qui menait à la salle commune des esprits étrangers était-il encore libre et praticable? Dans cette salle, l'esprit captif d'une entité inimaginable, un habitant semi-plastique du centre creux d'une planète transplutonienne inconnue qui existerait dans 18 millions d'années, conservait certains objets qu'il avait modelés dans l'argile. Je fermai les yeux et posai ma main sur mon front dans un vain et pitoyable effort pour chasser de ma conscience ces fragments de rêves démentiels. Alors, pour la première fois, je perçus nettement le mouvement de l'air froid et humide autour de moi. Je compris en frissonnant qu'une formidable succession de noirs abîmes, endormis depuis des éternités, devait en effet s'ouvrir béants, quelque part au-delà et au-dessous de moi. Je songeais aux salles, aux galeries, aux plans inclinés terrifiants que je me rappelais de mes rêves. L'accès aux archives centrales était-il encore possible? L'irrésistible fatalité sollicitait de nouveau mon esprit avec insistance, tandis que je me remémorais les documents impressionnants rangés autrefois dans les coffres rectangulaires de métal inoxydable. À en croire les rêves et les légendes, c'est là que reposait toute l'histoire passée et future du continuum espace-temps rédigé par les esprits captifs de toutes les planètes et de toutes les époques du système solaire. Pure folie sans doute, mais n'étais-je pas à présent tombé dans un monde nocturne aussi fou que moi? Je songeais aux casiers de métal fermés à clé et aux singulières manipulations de boutons requises pour ouvrir chacun d'eux. Le mien me revint à l'esprit de façon frappante. Que de fois, grâce à ces combinaisons compliquées de rotation et de pression, je parcourus au niveau le plus bas la section des vertébrés terrestres. Chaque détail m'était présent et familier. S'il existait une cave voûtée comme je l'avais rêvé, je saurais l'ouvrir en un instant. Dès lors, je fus en proie à une démence totale. Une seconde plus tard, je me ruai, sautant et trébuchant sur des débris de pierre vers le plan incliné si connu qui s'enfonçait dans les profondeurs.
Chapitre 7. À partir de là, on ne peut guère se fier à mes impressions. À vrai dire, je garde encore contre toute raison le dernier espoir qu'elles appartiennent à un rêve démoniaque ou à un délire halluciné. La fièvre se déchaînait dans mon cerveau, et tout me parvenait à travers une sorte de brume, quelquefois par intermittence seulement. Le faisceau de ma lampe pénétrait à peine le gouffre de ténèbres, révélant par éclairs fantomatiques les murs gravés affreusement familiers, dégradés par l'action du temps. À l'endroit où s'était effondrée une partie considérable de la voûte, je dus escalader un énorme monceau de pierre qui rejoignait presque le plafond déchiqueté, grotesquement chargé de stalactites. C'était bien là le comble du cauchemar, aggravé par ce maudit harcèlement des pseudo-souvenirs. La seule chose qui me parut insolite était ma propre taille, comparée à la monstrueuse construction. J'étais accablé du sentiment d'une petitesse inaccoutumée, comme si la vue de ces murs imposants eût été nouvelle et anormale pour un simple corps d'homme. Je ne cessais de jeter sur moi-même des regards inquiets, confusément troublés de me voir cette forme humaine. Avançant dans la nuit profonde de l'abîme, je sautais, je plongeais, je chancelais, non sans beaucoup de chutes douloureuses, où je faillis une fois briser ma torche. Je connaissais chaque pierre, chaque angle de ce gouffre démoniaque, et je m'arrêtais plus d'une fois pour éclairer tel ou tel passage voûté, obstrué et écroulant, mais pourtant familier. Certaines pièces étaient complètement effondrées, d'autres nues ou pleines de débris. Je vis dans quelques-unes des masses métalliques, tantôt presque intactes, tantôt rompues, enfoncées ou écrasées, dans lesquelles je reconnus les socles ou tables colossales de mes rêves. Ce qu'elles avaient été au juste, je n'osais y penser. Je trouvai le plan incliné qui menait en bas et commençai à le descendre. Mais je fus bientôt arrêté par une crevasse béante au bord déchiqueté dont la partie la plus étroite n'avait pas moins de 4 pieds de large. À cet endroit, la maçonnerie s'était écroulée, révélant des profondeurs insondables d'un noir d'encre. Je savais qu'il y avait encore 2 étages souterrains dans cet édifice titanesque, et tremblais d'une nouvelle terreur en me rappelant la trappe bardée de fer au niveau le plus bas. Elle n'était plus gardée à présent, car ce qui était à l'affût dessous avait depuis longtemps accompli sa hideuse tâche et sombrait dans un long déclin. À l'époque de la race post-humaine des coléoptères, tout cela serait mort, et pourtant, songeant aux légendes indigènes, je tremblais de nouveau. Je dus fournir un effort terrible pour franchir l'ouverture béante, car le sol, jonché de débris, ne permettait pas de prendre de l'élan. Mais la folie me porta. Je choisis un endroit près du mur de gauche, où la fissure était moins large et le point de chute à peu près dégagé de dangereux débris, et après un moment d'angoisse, je me retrouvai sain et sauf de l'autre côté. Enfin, parvenu au dernier sous-sol, je passai en trébuchant devant l'entrée de la chambre des machines, où de fantastiques ruines métalliques étaient à moitié enfouies sous la voûte effondrée. Tout était bien là où je le pensais. Et je gravis avec confiance l'état qui barrait l'accès d'un vaste couloir transversal. Celui-ci, je m'en souvins, me conduirait aux archives centrales sous la ville. Des éternités semblèrent se dérouler tandis que je titubais, bondissais et me traînais le long de ce couloir encombré. Je distinguais ici et là des sculptures sur ces murs souillés par le temps, les unes familières, d'autres apparemment ajoutées depuis l'époque de mes rêves. Comme il s'agissait d'un passage souterrain reliant plusieurs bâtiments, il n'y avait de voûte d'entrée qu'aux endroits où il traversait les étages inférieurs des différents immeubles. À certaines de ces intersections, je tournais la tête pour jeter un coup d'œil dans des couloirs ou des salles que je connaissais bien. Je ne trouvais que 2 fois des changements radicaux par rapport à ce que j'avais rêvé, et dans l'un de ces cas, je pus repérer le contour de la voûte condamnée dont je me rappelais. Je sursautai violemment, et ressentis le frein d'une étrange faiblesse en me frayant à contre-cœur un passage à travers la crypte d'une de ces grandes tours aveugles, en ruine, dont la maçonnerie étrangère de basalte accusait la secrète et détestable origine. Ce caveau primitif de forme circulaire mesurait bien 200 pieds de diamètre, sans aucun motif gravé sur les parois de couleur sombre. Le sol était entièrement dégagé, sauf de poussière et de sable, et je vis les ouvertures qui menaient vers le haut et vers le bas,
Il n'y avait ni escalier, ni plan incliné. Mes rêves montraient en effet que la fabuleuse grand race avait laissé intactes ses antiques tours. Ceux qui les avaient construites n'avaient que faire de marches ni de plan incliné. Dans les rêves, l'ouverture donnant vers le bas était hermétiquement close et jalousement gardée. Laissée ouverte à présent, noire et béante, elle exhalait un courant d'air froid et humide. Je m'interdis de penser aux cavernes sans fin d'éternelle nuit qui pouvaient couver là-dessous. Un peu plus loin, disputant chaque pas aux obstacles du couloir encombré, j'arrivai à un endroit où le plafond était entièrement défoncé. Les décombres s'accumulaient telle une montagne, et l'escaladant je traversai un immense espace vide où ma lampe ne révéla ni mur ni voûte. Ce devait être, me dis-je, la cave de la maison des fournisseurs de métal, qui donnait sur la 3e place, non loin des archives. Qu'était-elle devenue? Impossible de le deviner. Je retrouvai le couloir au-delà de la montagne de débris et de pierres, mais tombai presque aussitôt sur un endroit totalement obstrué, où les décombres de la voûte rejoignaient presque le plafond qui menaçait ruine. Je ne sais comment je parvins à extirper assez de blocs pour me frayer un passage, ni comment j'osais déranger les fragments entassés, alors que la moindre rupture d'équilibre pouvait précipiter les tonnes de maçonnerie superposées et me réduire à néant. C'était une pure folie qui me poussait et me guidait, s'il est vrai que toute mon aventure souterraine n'ait pas été, comme je l'espère, une hallucination diabolique ou un épisode de rêve. Je me fis donc, à moins que je ne l'ai rêvé, un passage où je me faufilais. Et tout en rampant par-dessus les décombres, ma torche allumée enfoncée profondément dans ma bouche, je me déchirai aux fabuleuses stalactites du plafond déchiqueté au-dessus de moi. J'étais près, maintenant, du grand centre souterrain d'archivage, qui semblait être mon but. Glissant et dégringolant sur l'autre pente de l'obstacle, puis avançant avec précaution jusqu'au bout du couloir, ma torche électrique à la main que j'allumais de temps à autre, je parvins finalement à une crypte circulaire voûtée, dans un merveilleux état de conservation et ouverte de tous côtés. Les murs, ou ce que je pouvais en voir dans le champ de ma torche, étaient couverts de hiéroglyphes et gravés au ciseau de symboles curvilignes caractéristiques, dont certains étaient postérieurs à l'époque de mes rêves. Me voyant arriver à mon inévitable destination, je passai aussitôt sur ma gauche une porte qui m'était familière. Bizarrement, je savais à n'en pas douter qu'en montant et descendant le plan incliné, j'accéderais sans difficulté à tous les étages qui subsistaient. Cet immense édifice à l'abri dans la terre, où étaient conservés les annales de tout le système solaire, avait été construit avec un savoir et une puissance suprême pour durer aussi longtemps que ce système lui-même. Des blocs de dimensions formidables, équilibrés avec un véritable génie mathématique et assemblés par des ciments d'une incroyable dureté, formaient un bloc aussi résistant que le noyau rocheux de la planète. Ici, après des éternités plus prodigieuses que je ne pouvais le concevoir, sa masse souterraine restait debout pour l'essentiel. Ces vastes sols envahis de poussière à peine parsemés des déchets partout ailleurs si encombrants. La relative liberté de mouvement qui m'était offerte à partir de là me monta curieusement à la tête. Toute l'ardeur frénétique jusqu'alors contrariée par les obstacles se donna libre cours en une sorte de hâte fébrile, et je me mis littéralement à courir dans les couloirs bas de plafond que je me rappelais avec une si terrible précision. Je ne m'étonnais plus de reconnaître ainsi tout ce que je voyais. De tous côtés, les grandes portes métalliques marquées de hiéroglyphes se dressaient menaçantes devant les rayonnages, les unes toujours en place, d'autres grandes ouvertes, et d'autres encore ployées et faussées sous les secousses géologiques du passé qui n'avaient pas été assez violentes pour ébranler la colossale maçonnerie. Ça et là, un tas couvert de poussière sous un compartiment béant et vide semblait indiquer où les étuis métalliques avaient été projetés par les tremblements de terre. Sur des colonnes espacées, des signes et des lettres de grande taille annonçaient les catégories et les subdivisions des volumes. Je m'arrêtai une fois devant un caveau ouvert, où je vis quelques-uns des étuis habituels, toujours à leur place parmi l'omniprésente poussière granuleuse. Levant le bras,
Je retirai non sans difficulté un des exemplaires les plus minces, et le posai sur le sol pour l'examiner. Il portait un titre en hiéroglyphes curvilignes courants, bien que je ne susse quoi dans la disposition des caractères parut un peu insolite. Le curieux mécanisme du fermoir recourbé m'était tout à fait familier. Et je relevai le couvercle, toujours aussi maniable et vierge de rouille, puis en tirai le livre qui y était rangé. Celui-ci, comme prévu, mesurait environ 20 pouces de haut sur 15 de large et 2 d'épaisseur. Le mince étui de métal s'ouvrait par le haut. Ces pages de robuste cellulose ne semblaient pas avoir souffert des airs innombrables qu'elles avaient vécus. J'examinai les lettres du texte, tracées au pinceau et bizarrement colorées, signes aussi différents des habituels hiéroglyphes contournés que de n'importe lequel des alphabets connus chez les érudits humains, et je ressentis comme l'obsession d'un souvenir à demi réveillé. Il me vint à l'idée que c'était la langue d'un esprit captif que j'avais vaguement connu dans mes rêves, un esprit venu d'un grand astéroïde sur lequel avait survécu beaucoup de la vie et des traditions archaïques de la planète primitive dont il était un fragment. Je me souvins au même moment que cet étage des archives était consacré au volume traitant des planètes de type non terrestre. Abandonnant l'étude de cet extraordinaire document, je m'aperçus que la lumière de ma torche commençait à faiblir, et je me hâtai d'y mettre la pile de rechange, que je portais toujours sur moi. Puis, doté d'un rayonnement plus puissant, je repris ma course fiévreuse à travers l'enchevêtrement sans fin des allées et des couloirs, reconnaissant parfois au passage quelques rayonnages familiers et vaguement inquiet des effets acoustiques que produisait l'écho de mes pas, incongrus dans ces catacombes. L'empreinte même de mes chaussures derrière moi, dans la poussière intacte depuis des millénaires, me faisait frissonner. S'il y avait dans mes rêves fous une parcelle de vérité, jamais auparavant un pied humain n'avait foulé ces dalles vénérables. Du but précis de ma course insensée, mon esprit conscient ne soupçonnait rien. Pourtant, l'influence d'une puissance maléfique agissait sur ma volonté paralysée, mes souvenirs ensevelis, et je sentais obscurément que je ne courais pas au hasard. Ayant trouvé un plan incliné, je le suivis jusqu'à de plus grandes profondeurs. Les étages défilaient devant moi à une vitesse folle, mais je ne m'arrêtai pas pour les explorer. Dans mon cerveau en proie au vertige battait une pulsation qui faisait bouger ma main droite au même rythme. Je voulais ouvrir quelque chose, et je connaissais toutes les rotations et pressions compliquées qu'il fallait effectuer pour cela. C'était comme la serrure à combinaison d'un coffre-fort moderne. Rêve ou non, j'avais su cela autrefois, et je le savais encore. Comment un songe, ou quelques bribes de légende assimilées inconsciemment, aurait-il pu m'apprendre un détail si infime, si difficile et si complexe? Je ne cherchais pas à me l'expliquer. J'étais incapable de toute pensée cohérente, car toute cette aventure, cette révoltante familiarité avec un tas de ruines inconnues, et cette coïncidence monstrueuse de tout ce qui m'entourait avec ce que seuls des rêves et des bribes de mythes avaient pu suggérer, n'était-ce pas une horreur qui passait la raison? Sans doute étais-je alors surtout convaincu, comme je le suis à présent dans mes moments de lucidité, que je dormais bel et bien, et que toute cette cité ensevelie n'avait été qu'un reste de délire né de la fièvre. J'atteignis enfin le niveau le plus bas, et me dirigeai vers la droite du plan incliné. J'essayai, sans trop savoir pourquoi, d'atténuer le bruit de mes pas, même au risque de me ralentir. Il y avait à ce dernier étage enfoui dans les profondeurs un endroit que je redoutais de traverser. Je me souvins en approchant de quoi j'avais peur. C'était simplement de l'une des trappes bardées de fer et jalousement gardées. Il n'y aurait plus de garde à présent, et à cette idée, je me mis à trembler, avançant sur la pointe des pieds comme je l'avais fait en traversant le noir caveau de basalte où restait béante une trappe semblable. Je sentis comme alors un courant d'air froid et humide.
Et j'aurais voulu que mes pas prissent une autre direction. Pourquoi fallait-il suivre justement ce chemin-là? Je l'ignorais. Je trouvai en arrivant la trappe grande ouverte. Plus loin recommençaient les rayonnages, et j'aperçus sur le sol, devant l'un d'eux, sous une très fine couche de poussière, un tas d'étuis récemment tombés. À l'instant, une nouvelle vague de terreur m'envahit, dont je ne pus d'abord discerner la cause. Ces amas d'étuis renversés n'étaient pas rares, car depuis des temps infinis, ce labyrinthe aveugle, secoué par les soulèvements de la terre, avait retenti du fracas assourdissant des objets qui dégringolaient. C'est seulement quand je fus à mi-chemin que je pris conscience de ce qui m'avait si violemment ému. Plus que le tas, quelque chose m'avait inquiété dans la couche de poussière qui couvrait le sol. À la lumière de ma torche, elle ne semblait pas aussi unique qu'elle eût dû l'être. Elle paraissait plus mince à certains endroits, comme si on l'eût foulée quelques mois auparavant. Ce n'était pas une certitude, car même là où la couche était le plus mince, la poussière ne manquait pas. Pourtant, une certaine apparence de régularité dans les inégalités imaginaires était extrêmement alarmante. Lorsque j'éclairai de près ces points particuliers, ce que je vis ne me plut pas, car l'illusion de régularité devenait très nette. On eût dit des suites uniformes d'empreintes composites qui allaient par trois, chacune mesurant à peine plus d'1 pied carré et se composant de 5 marques à peu près circulaires de 3 pouces, dont l'une précédait les 4 autres. Ces lignes supposées d'empreintes d'1 pied carré menaient apparemment dans 2 directions, comme si on ne sait quoi était allé quelque part puis revenu. Elles étaient évidemment très peu marquées et auraient pu n'être qu'illusoires ou accidentelles, mais le chemin qu'elle me semblait suivre m'inspira une confuse et insidieuse terreur, car il y avait d'un côté le tas d'étuis tombé récemment avec fracas, et à l'autre bout, la trappe menaçante, d'où montait le vent humide et froid, resté sans surveillance, ouverte sur des abîmes inimaginables. Chapitre 8. Si profonde et irrésistible était l'étrange compulsion à laquelle j'obéissais, qu'elle triompha de ma peur. Aucun motif rationnel n'aurait pu me faire avancer après cet affreux doute qui m'avait fait soupçonner des empreintes et ce qu'il ranimait de souvenirs oniriques envahissants. Cependant, ma main droite, même si elle tremblait d'effroi, ne se contractait pas moins rythmiquement dans sa hâte de manier une serrure qu'elle espérait trouver. Avant de m'en rendre compte, j'avais dépassé le tas d'emboîtage et m'élancé sur la pointe des pieds dans des allées de poussière intacte vers un but qu'apparemment je connaissais horriblement bien, sinistrement, pathologiquement bien. Mon esprit se posait des questions dont je commençais à peine à deviner la source et la pertinence. Le rayonnage serait-il accessible à un corps humain? Ma main d'homme viendrait-elle à bout de tous ces mécanismes de serrure inscrits dans une mémoire sans âge? Cette serrure serait-elle en bon état et prête à fonctionner? Que ferais-je, qu'oserais-je faire? De ce que je commençais à le comprendre, j'espérais et craignais de trouver. Serait-ce la preuve d'une réalité impressionnante, renversante pour l'esprit, celle de l'extra-normal? Ou bien la simple constatation que je rêvais? Un instant plus tard, j'avais cessé ma course à pas feutrés et je regardais immobile une rangée de compartiments à hiéroglyphes d'une familiarité à me rendre fou. Ils étaient dans un état de conservation presque parfait. Et à proximité, 3 portes seulement avaient sauté. Je ne saurais décrire les sentiments que j'éprouvais en les voyant, tant était totale et obsédante l'impression de vieille connaissance. Levant la tête, je considérais un rayon près du sommet, tout à fait hors de portée, en me demandant comment je pourrais l'atteindre sans trop de mal. Une porte ouverte à 4 rangées du bas m'aiderait, et les serrures des portes fermées offriraient des prises pour les mains et les pieds. Je tiendrais la torche entre mes dents, pour le cas où les 2 mains seraient nécessaires à la fois. Il fallait surtout ne faire aucun bruit. Descendre ce que je voulais prendre ne serait pas facile.
mais je pourrais probablement l'accrocher par son fermoir mobile au col de ma veste et le porter comme un sac à dos. Je me demandais encore si la serrure fonctionnerait. Que je puisse répéter chacun des gestes connus, je n'en doutais pas une seconde, mais j'espérais que l'objet ne craquerait ni ne grincerait et que ma main pourrait opérer normalement. Tout en réfléchissant, j'avais pris la torche dans ma bouche et commencé à grimper. Les serrures saillantes furent de peu de secours, mais comme je l'avais prévu, le compartiment ouvert m'aida beaucoup. Je me servis à la fois de la porte battante et du bord de l'ouverture elle-même dans mon ascension, et je réussis à éviter tout grincement bruyant. En équilibre sur le bord supérieur de la porte et en me penchant nettement à droite, j'atteignis de justesse la serrure que je cherchais. Mes doigts à demi engourdis par l'escalade furent d'abord très maladroits, mais je vis bientôt que leur morphologie convenait à mon propos, et la mémoire du rythme était très marquée en eux. Par-delà de formidables abîmes de temps, les mouvements mystérieux et compliqués avaient, on ne sait comment, pénétré mon cerveau avec exactitude et dans tous les détails, si bien qu'au bout de 5 minutes à peine de tâtonnement, il se produisit un déclic que je reconnus avec d'autant plus de surprise que je ne m'y attendais pas consciemment. Aussitôt après, la porte métallique s'ouvrit lentement, avec à peine un très léger grincement. Stupéfait, je parcourus du regard la rangée d'étuis grisâtres ainsi mis au jour, et me sentis envahi d'une terrible vague d'émotions tout à fait inexplicable. Juste à portée de ma main droite se trouvait un emboîtage dont les hiéroglyphes contournés me causèrent une angoisse infiniment plus complexe que celle de la simple frayeur. Encore tremblant, j'ai réussi à le retirer dans un nuage de flocons poudreux et à le faire glisser vers moi sans trop de bruit. Comme l'autre étui que j'avais manipulé, il avait un peu plus de 20 pouces sur 15 et portait en bas-relief des symboles mathématiques aux lignes courbes. Il avait un peu plus de 3 pouces d'épaisseur. Le bloquant de mon mieux entre moi-même et la paroi que je venais d'escalader, je fis jouer le fermoir et libérer le crochet. Puis je soulevai le couvercle, fis passer le pesant objet sur mon dos de manière qu'il s'accroche à mon col. Les mains libres à présent, je regagnai gauchement le sol poussiéreux et me préparai à examiner ma prise. À genoux dans la poussière granuleuse, je fis pivoter l'étui et le poser devant moi. Mes mains tremblaient, et je redoutais de sortir le livre presque autant que je le désirais, et que je m'y sentais contraint. J'avais peu à peu compris ce que j'allais y trouver, et cette constatation paralysait en quelque sorte mes facultés. Si l'objet était bien là, et si je ne rêvais pas. Les implications étaient telles qu'il n'était absolument pas possible à l'esprit humain de les supporter. Ce qui me tourmentait le plus, c'était pour l'instant mon incapacité de regarder comme un rêve tout ce qui m'entourait. Le sentiment de réalité était abominable, et il le redevient quand je me rappelle le décor. Enfin, je tirai en tremblant le livre de sa boîte, et fasciné, je contemplais les hiéroglyphes bien connus de sa couverture. Il semblait en parfait état, et les caractères curvilignes du titre m'hypnotisaient comme si j'avais pu les lire. En vérité, je ne jurerais pas que je ne les ai pas effectivement déchiffrés par un éphémère et terrible phénomène de mémoire anormale. J'ignore combien de temps passa avant que j'ose soulever la mince feuille de métal. Je m'attardai à chercher des excuses. J'ôtai de ma bouche la torche électrique et l'éteignis pour ménager la pile. Puis, dans le noir, rassemblant mon courage, je levai la couverture sans rallumer. Enfin, je braquai vivement la lumière sur la page découverte, me blindant d'avance pour réprimer toute exclamation quoi qu'il arrive. Au premier coup d'œil, je m'effondrai.
Mais les dents serrées, je gardais le silence. Je me laissais aller tout à fait sur le sol et portais la main à mon front dans les ténèbres dévorantes. Ce que je redoutais et attendais était là. Ou je rêvais, ou bien le temps et l'espace n'étaient plus que dérision. Je devais rêver. Mais je mettrais l'horreur à l'épreuve en rapportant cet objet pour le montrer à mon fils, si c'était vraiment une réalité. La tête me tournait effroyablement, bien qu'il n'y eût rien de visible dans l'obscurité sans faille pour tournoyer autour de moi. Des idées et des images de la plus extrême terreur, nées des perspectives ouvertes par ce que j'avais entrevu, m'envahirent en foule et obnubilèrent mes sens. Je songeais à ces empreintes supposées dans la poussière, tremblant au seul bruit de mon propre souffle. Une fois de plus, j'éclairai la page et la regardai comme la victime d'un serpent peut regarder les yeux et les crocs de son bourreau. Puis, dans le noir, je fermai le livre de mes doigts malhabiles, le remis dans sa boîte et rabattis le couvercle ainsi que le curieux fermoir raccroché. C'était cela qu'il fallait rapporter au monde extérieur, si toutefois cela existait, si l'abîme existait vraiment, si moi et le monde lui-même existaient en réalité. Je ne sais pas exactement quand, d'un pas mal assuré, je pris le chemin du retour. Je me souviens, chose curieuse tant je me sentais coupé du monde normal, que je ne consultais pas une seule fois ma montre pendant ces heures atroces vécues sous terre. La torche à la main et l'inquiétant étui sous un bras, je me retrouvais finalement sur la pointe des pieds en une sorte de panique silencieuse pour dépasser l'abîme au courant d'air et ses vagues soupçons de pas. Je pris moins de précautions en gravissant les interminables plans inclinés, mais je ne pus me débarrasser du nombre d'inquiétudes que je n'avais pas éprouvées pendant la descente. Je craignais de retraverser la sombre crypte de basalte, plus ancienne encore que la ville elle-même, où des souffles glacés montaient des profondeurs que ne gardaient plus les sentinelles. Je songeais à ce que redoutait la grande race, et à ce qui, si faible et moribond qu'il soit, pouvait encore être à l'affût là-bas. Je songeais à ces empreintes aux 5 marques circulaires et à ce que mes rêves m'en avaient appris, au vent extraordinaire et au sifflement qui s'y associait. Je songeais aux récits des indigènes d'aujourd'hui, qui reviennent sans cesse sur de grands vents et des ruines souterraines sans nom. Je reconnus à un signe gravé sur le mur l'étage où je devais entrer, et j'arrivai enfin, après avoir dépassé le premier livre que j'avais examiné, au grand espace circulaire d'où se ramifiaient les passages voûtés. Sur ma droite, je retrouvai aussitôt celui par lequel j'étais venu. Je le pris en me disant que le reste du parcours serait plus pénible à cause des ruines des bâtiments, à part celui des archives. La charge supplémentaire de l'étui métallique me pesait, et il m'était de plus en plus difficile d'avancer sans bruit en trébuchant parmi les décombres et les débris de toutes sortes. Je parvins ensuite à l'entassement qui rejoignait le plafond, et où je m'étais frayé un si maigre passage. Je redoutais terriblement d'avoir à m'y faufiler de nouveau, car la première fois j'avais fait quelque bruit. Et depuis que j'avais vu les traces suspectes, je craignais le bruit par-dessus tout. L'étui, en outre, rendait doublement hasardeuse la traversée de l'étroite crevasse. Je gravis de mon mieux l'obstacle et poussai devant moi l'étui à travers l'ouverture. Puis la torche entre les dents, j'y rampai à mon tour, me déchirant cette fois encore le dos aux stalactites. Au moment où j'essayais de saisir l'emboîtage, il tomba un peu plus loin sur la pente avec un fracas inquiétant dont les échos me donnèrent des sueurs froides. Je me précipitai et le rattrapai sans bruit. Mais un instant plus tard, des blocs en glissant sous mes pieds déchaînèrent un vacarme subit et sans